Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous à notre 64e webinaire. Cette rencontre s'inscrit dans une thématique que nous développons actuellement au CAREP et qui traite des arts, de la relation entre les arts et la politique dans le monde arabe. Ce soir, nous allons parler d'art, bien sûr, mais surtout d'art contemporain palestinien avec Marion Slitine. Bienvenue à vous, Marion, et merci d'être avec nous ce soir. Marion, je vais vous présenter brièvement pour le public. Vous avez soutenu votre doctorat en anthropologie à l'EHESS sur la direction de Franck Mérinier. Votre thèse s'intitule La Palestine en création, la fabrique de l'art contemporain des territoires occupés aux scènes mondialisées. Vous êtes aujourd'hui chercheuse postdoctorale au sein du centre Norbert Elias, que vous avez rejoint en 2020. Vos travaux à la croisée entre l'anthropologie de l'art et la sociologie urbaine s'intéressent aux interactions entre art et politique dans le monde arabe contemporain. On vous doit également plusieurs grandes manifestations culturelles et journées d'études sur l'art palestinien, dont dernièrement celles organisées à la Maison des sciences de l'homme et au MUSEM. Pour commencer, je citerai, j'ai trouvé une belle citation d'Edouard Saïd qui disait « Lorsque l'identité politique est menacée, la culture devient un outil de résistance face aux tentatives d'effacement, d'annihilation et d'exclusion. La résistance est une forme de mémoire contre l'oubli. Un apatride considérerait l'écriture ou l'art comme une maison où habiter. » On peut dire que l'art palestinien est habité par cette question de l'engagement et de la résistance contre l'occupant, mais cette thématique a évolué et évolue avec le temps. Depuis 1948 à nos jours, l'art palestinien a connu différentes phases d'évolution, mais la question de l'engagement demeure au centre des préoccupations des artistes. Nous allons évoquer donc cette question avec vous, Marion. C'est la question de l'engagement. Vous allez également nous parler de manière plus approfondie des nouvelles formes d'expression artistique et du tournant qu'elles ont pris avec la mondialisation. Je vous cède donc la parole. Je reviendrai ensuite vers vous pour un petit débat, une petite série de questions. Et nous ouvrirons ensuite le débat au public que j'invite dès à présent à poser ces questions dans la petite case Q&R qui s'affiche en bas de l'écran à gauche. Et je vous cède tout de suite la parole, Marion, si vous souhaitez partager également votre PowerPoint. Merci beaucoup, Racha. Je vais tout de suite partager le PowerPoint. Est-ce que vous le voyez? Parfait, très bien. Ok, merci beaucoup pour cette riche présentation et introduction, et merci à tous les organisateurs du CAREP et particulièrement à vous, Racha Abi Zayed. Je suis très contente donc de participer à la programmation de votre centre qui n'en finit pas d'être plein de programmation très riche. Voilà, donc merci beaucoup. J'aurais évidemment aimé être parmi vous, mais ce sera pour une autre fois. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, je vais vous parler donc des liens entre art contemporain et mode d'engagement en Palestine, et plus précisément sur le rapport des artistes palestiniens au nationalisme et à la cause nationale. Et on va voir donc comment les formes et les enjeux de l'engagement vont se transformer à l'aune donc de la période d'Oslo dans les années 90, qui, on va le voir, va représenter une véritable période charnière dans le champ culturel palestinien.
Donc, comme vous l'avez rappelé, Racha, c'est effectivement donc, le fruit d'un travail de thèse que j'ai effectué de 2012 à 2017. Donc, mes données de terrain que je vais vous présenter s'arrêtent à 2017. Ils gagneraient évidemment à être actualisés. Et donc, j'ai travaillé sur la nouvelle génération d'artistes qui exercent à l'intérieur des territoires palestiniens occupés. Donc, mon enquête, elle s'est située dans 3 villes en particulier. Donc, tout d'abord, Jérusalem, que vous voyez ici, et qui donc a été annexée par Israël en 67, et qui a donc perdu son statut de centralité culturelle palestinienne. Ensuite, mon enquête se situe également à Ramallah, qui se situe ici. Alors là, on ne le voit pas sur la carte, mais on le voit avec la souris, si vous arrivez à le voir. Donc, Ramallah, qui est donc en Cisjordanie, et qui est devenue de facto la nouvelle capitale culturelle de la Palestine, malgré la construction du mur dès 2002, de plus de 700 km de long. Et mon enquête se situe également à Gaza, et qui est donc sous embargo israélien et égyptien, et qui est complètement coupée, comme vous pouvez le voir sur cette carte, territorialement de la Cisjordanie et de Jérusalem. Donc, évidemment, Gaza, je ne rappelle pas les guerres régulières et qui font que la situation est invivable, selon les observateurs des Nations Unies et selon, évidemment, la population. Donc, évidemment, dans ce contexte, vous imaginez bien que les conditions de production artistique sont extrêmement difficiles et les contraintes vont se situer sur différents niveaux. Donc, outre évidemment une infrastructure culturelle qui va être largement fragile et précaire, le principal obstacle au développement de la scène artistique va être lié à la circulation donc des œuvres et des personnes. Donc, je voudrais seulement rappeler que donc, Israël a mis en place un dispositif de contrôle des mouvements quotidiens des personnes palestiniennes, avec tout un système de checkpoints, de murs, de barrières, de checkpoints volants, etc. Et a mis également en place un système de permis qui impose aux artistes palestiniens, comme à toute la population, qui impose donc une régulation pour tout déplacement à l'intérieur de leur propre territoire, mais également à l'extérieur de la Palestine. Et pour rappel, donc, par exemple, pour les artistes de Gaza, il est quasiment impossible de quitter le territoire, alors que, par exemple, pour les Palestiniens de Jérusalem ou d'Israël, qui représentent 20% de la population, ils peuvent circuler à peu près librement. Donc, il y a véritablement une différenciation des statuts qui va évidemment avoir des répercussions sur le morcellement de la scène artistique palestinienne. Et cette fragmentation là dont je vous parle est assez bien rendue, je trouve, par cette carte qui a été conçue donc par un artiste et que vous connaissez certainement peut-être, qui s'appelle l'État archipel de Palestine, où là, vous voyez donc l'État d'Israël et les colonies israéliennes ont été remplacées par le bleu de l'océan et ce qui reste de la Palestine actuelle est représenté par les îlots de terre en vert. Donc, on voit bien qu'on est face à une balkanisation des espaces palestiniens, ce qui entrave bien évidemment le développement de la scène culturelle à l'échelle locale. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que malgré donc, ce contexte, on observe un très grand dynamisme dans la scène artistique, avec à la fois une diversité des pratiques et une diversité aussi des engagements artistiques. Je voudrais juste revenir un petit peu pour comprendre comment ces pratiques et ces engagements artistiques ont évolué dans le temps. Je voudrais revenir avec vous assez rapidement sur l'histoire de l'art moderne palestinien. Donc, grosso modo, on peut distinguer 3 phases dans cette histoire. Donc, on a d'abord, disons, je ne remonte pas avant 48, même si évidemment, il y avait des formes artistiques très intéressantes, mais là,
on n'a pas le temps, donc je pars de 48 avec donc une première période qu'on peut définir comme l'art de l'exil, de 48 à 67, donc qui correspond à l'art de la Nakba. La Nakba, bon, comme vous le savez, qui est pour les Palestiniens la catastrophe et qui correspond à l'expulsion de près de 800 000 Palestiniens hors de leur terre et qui correspond donc évidemment aussi à la création de l'État d'Israël. Et donc à ce moment-là, on va voir l'avènement de l'iconographie nationaliste et anticolonialiste et l'exil va devenir un sujet permanent des œuvres. Et donc, je vous ai mis l'exemple assez emblématique du peintre Ismaël Chamout, qui est un peu le peintre voilà, de l'exil, avec donc cette toile à droite, Ilawen, vers où qui a un peu acquis un statut d'icône, à la fois pour les Palestiniens de partout dans le monde, parce qu'elle va représenter d'une certaine manière la souffrance collective des réfugiés sur la route de l'exil. Donc ensuite, bon, très rapidement, je suis désolée, je vais faire ça très vite, mais deuxième période qui correspond donc à l'art de la Révolution, 67-87, qui va marquer un renouveau du mouvement artistique après donc la guerre des 6 jours, où Israël occupe donc les territoires palestiniens, et du coup, il va y avoir un mouvement de résistance à l'occupation israélienne et un mouvement donc de lutte armée sous l'égide de l'OLP dirigé par Arafat. Et à ce moment-là, donc, l'art va devenir un moyen véritablement privilégié pour les artistes pour lutter et résister à l'occupation. Et c'est à ce moment-là que l'OLP soutient activement et intensément la création artistique à travers donc des expositions, comme on le voit là sur le slide, des bourses données aux artistes, des syndicats d'artistes plasticiens. Et la culture va devenir un outil majeur dans cette construction nationale de la Palestine. Je vous ai mis là une citation d'Arafat qui montre bien cette vision de l'art à cette époque. Et c'est une période où la peinture va dominer la grammaire iconographique, avec une grammaire iconographique qui va être très codifiée. Alors, comme vous le voyez ici, avec une symbolique nationaliste propre à l'identité palestinienne. Donc là, je vous ai mis un peintre emblématique, Fatih Raben, qui vient donc de Gaza et qui est voilà qui illustre assez bien cette rhétorique iconographique de cet art nationaliste de la Révolution. Il y a également à cette période la pratique de l'affiche politique, qui est très, très usitée par les artistes et qui va perdurer jusque dans les années 90. Ces affiches politiques, en fait, elles vont être commanditées par les factions politiques de l'OLP pour exprimer en toutes les langues, comme vous le voyez ici, la solidarité internationale à la cause palestinienne. Donc ensuite, une troisième période qui correspond donc à l'art de l'intifada, qui est donc le mouvement, comme vous le savez, le mouvement populaire de résistance pacifique à l'occupation, et qui va créer une sorte de vent de liberté dans les arts, avec de nouvelles pratiques et de nouvelles expérimentations artistiques. Et je vous ai mis juste un exemple ici avec le collectif New Visions, qui va être un petit peu à l'initiative du boycott culturel, dans la mesure où ces artistes et beaucoup d'artistes qui vont graviter autour de ce collectif vont faire leurs propres matériaux pour faire art et vont utiliser, par exemple, comme on le voit ici, de l'argile et non pas de la peinture qui était à cette époque-là approvisionnée par le marché israélien. Donc, on voit voilà, un peu les prémices de ce boycott culturel dans les années donc, 80. Et ce qui est aussi intéressant à rappeler, c'est qu'à ce moment-là, l'engagement de ces artistes va se conjuguer à une activité politique à part entière. Et on le voit jusque dans les années 90, les artistes sont souvent affiliés à des factions politiques, voire sont enrôlés dans la résistance armée,
Donc là, je vous ai juste mis une photo de Fatih Rabin avec Yasser Arafat de dos. Donc Fatih Rabin, qu'on voit là pointer un de ses tableaux, lui offrant un tableau à son effigie. Et d'ailleurs, Fatih Rabin était conseiller ministériel, très proche de Arafat, et il passera plusieurs années en prison à cause de son activité politique et artistique. Et il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, il existe un système coercitif très fort qui va peser sur les artistes qui sont vus par l'État israélien comme une menace. Donc, par exemple, les graffitis sur les murs vont être interdits, les galeries d'art vont très souvent être fermées lors des vernissages, les archives et les centres culturels vont être détruits, des salles d'exposition vont être incendiées, et même plus étonnant, il était interdit, donc jusque dans les années 90, de dessiner les 4 couleurs du drapeau palestinien dans une œuvre artistique, sous peine d'emprisonnement, comme ce fut le cas d'ailleurs pour Fatih Rabin, qui donc a été emprisonné à cause de cette œuvre où donc il avait réuni les 4 œuvres du drapeau, les quatre couleurs du drapeau palestinien dans son œuvre. Et c'est d'ailleurs pour ça, petite anecdote, que la pastèque est devenue un peu un symbole assez important de la résistance palestinienne, puisqu'elle réunissait de manière subversive les 4 couleurs du drapeau palestinien, qui était donc interdit, comme je vous le disais. Donc maintenant, venons-en à la période qui nous intéresse plus particulièrement, et qui est donc la période d'Oslo, et ce qui en suit, et donc les accords d'Oslo qui vont marquer le début du dit processus de paix, qui était censé aboutir à un État palestinien autonome. Cette période va changer donc beaucoup de choses dans le paysage culturel palestinien. Donc tout d'abord, on va voir l'arrivée de nouveaux acteurs culturels dans le champ artistique. La Palestine va recevoir un afflux très important de financements étrangers qui vont participer à cette construction étatique. Du coup, il va y avoir un très gros développement d'infrastructures culturelles en Palestine, avec des galeries, des musées qui vont se mettre en place, de nouvelles organisations culturelles privées indépendantes qui vont être indépendantes de l'emprise politique de l'OLP et des pouvoirs publics qui, eux, pour le coup, vont complètement se désinvestir du champ culturel. Et donc, à titre, juste pour vous donner une idée, en 2013, le budget de l'autorité palestinienne pour la culture va arriver à 0,003% du budget total, ce qui est évidemment dérisoire. Et du coup, ce vide qui va être laissé par le pouvoir public dans la culture va être récupéré par 3 types d'acteurs qui vont financer donc la culture. Donc, il va y avoir les acteurs associatifs, donc les ONG à vocation culturelle, toutes les associations de la société civile. Deuxième acteur, les acteurs internationaux, qui vont être constitués donc des représentations diplomatiques, des organisations internationales, type PNUD, ONU, etc., la Ford Foundation, etc. Et un troisième acteur qui va être les acteurs privés, et notamment le secteur bancaire, qui, depuis une dizaine d'années, va bénéficier donc de capitaux provenant des pays du Golfe et de la diaspora palestinienne, et qui vont vouloir investir dans la culture localement, et donc à l'image du Palestinian Museum que je vous ai mis en photo ici, et qui a été inauguré en 2016, mais qui est un projet qui a commencé dès les années 90. Et donc, cette nouvelle structuration du champ culturel va faire que les artistes palestiniens vont bénéficier évidemment de plus d'opportunités à l'international, à l'aide de résidences artistiques, de formations à l'étranger, des expositions internationales, etc.
et également des expositions et des opportunités au niveau local. Mais avec ces changements, les artistes vont aussi commencer à utiliser de nouvelles formes d'expression artistique et vont devoir s'adapter aux agendas des financeurs, de ces nouveaux financeurs étrangers. Dans ce que le sociologue Sber va appeler une Palestine des bailleurs de fonds, qui va être générée par les accords d'Oslo, où, du coup, dans cette Palestine des bailleurs de fonds, l'action de la société civile dans le secteur culturel ne va plus être centrée sur les valeurs de résistance ou de nationalisme, mais sur des valeurs dites universelles, comme la paix, le développement, les droits humains, les droits de la femme, la démocratie, la résilience, voilà toutes ces notions qui, selon le sociologue Sber, correspondent à cette nouvelle Palestine des bailleurs de fonds et dont la scène culturelle va être également impactée et qui va également gommer d'une certaine manière certaines revendications politiques au niveau local. Et pour illustrer un peu ce propos, j'ai voulu vous mettre un exemple de cet artiste, de ce projet artistique d'un artiste de Gaza, Mohamed Aboussal, qui est intitulé donc, Un métro à Gaza. Donc cet artiste va imaginer un métro imaginaire à Gaza. Il va ensuite imaginer un RER qui va réunir les différentes villes de Palestine, partant évidemment du constat que les Gazaouis ont une certaine expertise dans le fait de creuser des tunnels. Et donc, quand on regarde un peu ce projet imaginaire et onirique, quand on regarde bien la carte de droite, on voit que finalement, l'artiste n'inclut pas les villes palestiniennes de 48, donc Haïfa, Nazareth, et donc n'inclut pas les frontières de 48, et finalement, il va s'adapter à son financeur, qui est là en l'occurrence le ministère des Affaires étrangères français, qui reconnaît les territoires palestiniens sur les frontières de 67. Donc, c'était juste un exemple qui montre un peu ce basculement chez certains artistes d'une injonction à la cause nationale, qu'on a vu dans toute la première partie de mon intervention, vers un autre type de dépendance qui va être une dépendance à l'égard de ces nouveaux bailleurs de fonds internationaux. Et donc, de manière plus générale, on voit également l'émergence de nouvelles pratiques qui vont être plus expérimentales, qui vont se rapprocher de l'art contemporain globalisé. Donc, au-delà de la peinture qu'on a pu voir et qui va dominer jusque dans les années 90, on va voir l'apparition de nouveaux médias, donc que ce soit l'art vidéo, l'installation, les performances, l'art numérique. Et donc, toutes ces nouvelles pratiques et toutes ces nouvelles formes d'expression artistique vont être particulièrement usitées dans un contexte très fermé et marginalisé qu'est Gaza, par exemple, où, en effet, les artistes vont utiliser ces pratiques comme des stratégies de contournement de la contrainte. Car ces nouveaux médias permettent de dépasser les obstacles imposés par le blocus. Et donc, par exemple, le manque de matériel va être le manque de matériel pour l'art va pouvoir être compensé par l'utilisation de matériaux de fortune, en recyclant des objets trouvés, en utilisant par exemple des draps en guise de toile. Effectivement, pour ce qui est de Gaza, c'est très compliqué de trouver des toiles professionnelles, notamment à cause des restrictions dues à l'embargo. Ou des tubes de peinture, qui sont aussi des matériaux qui peuvent être compliqués à avoir. Et donc, les artistes vont utiliser, par exemple, des matières naturelles, comme on le voit ici sur cette photo, comme le henné, le café, ou alors des os d'animaux, comme on le voit à droite. Certains autres artistes vont pouvoir utiliser l'argile, pour contourner donc le manque de matériel. Donc l'argile, en l'occurrence ici, là, sur cet exemple, avec Iyad Sabah qui va sculpter
des silhouettes donc, à l'argile sur la plage quelques jours après la guerre de 2014. D'autres vont ramasser des objets trouvés dans l'espace public. Donc, certains vont, par exemple, utiliser des munitions égarées pendant la guerre pour en faire des sculptures, des sortes d'installations. Là, on le voit avec Mohamed El-Zoumour qui va utiliser donc, des balles perdues où il va y dessiner des poèmes de Mahmoud Darwish. Donc, voilà, dans un appel à la résistance pacifique selon ses propres mots. Mais au-delà de ces nouvelles pratiques artistiques globalisées, les artistes vont de plus en plus s'engager dans l'espace public et surtout depuis les soulèvements arabes, où l'art urbain, donc en particulier le graffiti, le street art, vont vraiment devenir dominants en Palestine. Alors, il faut rappeler que ces pratiques dans l'espace public ne sont pas nouvelles en Palestine. Elles sont notamment le graffiti palestinien est apparu dès les années 60 dans les camps de réfugiés d'abord, avant d'être utilisé de façon massive pendant la première intifada pour faire face à la censure imposée par l'État israélien sur les médias traditionnels. Donc on le voit là sur la photo de gauche, un graffiti commandé par le Fatah, et à droite, un autre graffiti où il est écrit Hamas. Donc là, il y a une espèce de guerre des récits qui va être mis en place par les différentes factions politiques à travers donc, le médium des graffitis dans les camps palestiniens. Et donc, cette pratique va perdurer dans les camps avec des thèmes majeurs comme la figure du martyr, que vous voyez à droite, le shahid, ou alors à gauche, la figure emblématique de Handala, qui a été conçue par Najir Ali et qui est devenue le symbole de la résistance palestinienne et des réfugiés palestiniens. Et je vous invite à aller voir le film de Clémence Lehec, Les murs de Daïché, Clémence Lehec qui a fait une thèse spécifiquement sur les graffitis dans les camps de réfugiés de Daïché et qui a donné également un très bon film. Mais c'est surtout sur le mur de séparation, qui est appelé donc, le mur de l'apartheid pour les Palestiniens, que cette pratique artistique dans l'espace public va le plus se déployer. Donc, elle va se déployer pour, évidemment, d'abord dénoncer l'illégalité de ce mur du point de vue du droit international et critiquer de manière plus générale la colonisation israélienne. Et ce mur va devenir une véritable galerie à ciel ouvert, avec donc des artistes locaux et internationaux qui vont investir le côté palestinien du mur, puisque le côté israélien est extrêmement militarisé, et ils vont créer donc des images qui vont être en perpétuelle transformation, qui vont être effacées, recouvertes. Souvent, ce sont des images qui ne sont pas signées, et certaines, effectivement, beaucoup vont être effacées, d'autres vont rester, comme par exemple celle du haut, là, Make Hummus Not Walls, d'un artiste palestinien, ou alors celle de Banksy en haut à droite, ou celle d'en bas, les portraits de J.R., qui alors ceux-là vont être recouverts de jets de peinture, car elles ne plaisaient pas à la population locale. On pourra en reparler en discussion. Et on voit également donc, dans ces pratiques un appel à continuer la lutte pour la libération, comme on le voit à l'image de cette peinture, enfin de cette fresque murale en bas à gauche, qui va détourner la fameuse toile de Delacroix, La liberté guidant le peuple, qui est donc à l'entrée de Bethléem. On va trouver également de nombreuses fresques murales qui vont être en hommage aux figures historiques de la résistance palestinienne.
Donc là, avec Yasser Arafat à gauche, Leila Khaled à droite. Et alors, finalement, avec ce mur, on va assister à ce que l'anthropologue Béatrice Frankel va appeler un véritable événement d'écriture. Et pour cet anthropologue, ces images font plus que délivrer un acte d'accusation, mais elles vont agir du fait même des formes de sa publication et de sa diffusion comme un acte d'opposition. Donc là, évidemment, un acte d'opposition à la colonisation. Il va y avoir également d'autres manifestations de l'engagement des artistes dans l'espace public qui vont se voir en dehors des murs et en dehors des murs des camps de réfugiés. Et là, je vous ai mis l'exemple de ce festival de films à Gaza qui s'appelle Gaza Red Carpet Festival, dont la première édition a été organisée dans les ruines du quartier de Choujaïeh, qui a été rasé par l'armée israélienne en 2014. Et ce festival va être inauguré quelques mois après, en mai 2015, exprès au même moment que le festival de Cannes, qui va ouvrir donc à cette même période pour alerter l'opinion internationale sur la situation désastreuse causée par l'offensive israélienne de quelques mois de l'été 2014. Donc, l'ensemble de ces pratiques artistiques dans l'espace public vont être très largement relayées dans les réseaux sociaux et ainsi va permettre de faire émerger une image alternative de la Palestine qui va, d'une certaine manière, renouveler le registre de la militance traditionnelle par un acte performatif très puissant, comme on peut le voir dans ces images. Et elles vont également, ces pratiques vont également permettre aux artistes de se réapproprier d'une certaine manière un espace qui est confisqué, voire menacé de disparaître. Et en plus donc de l'investissement artistique de l'espace public, ça va être l'utilisation massive de l'espace numérique et des réseaux sociaux dans les pratiques artistiques qui vont permettre de diffuser largement les œuvres des artistes palestiniens, au-delà donc de la marginalisation qui leur sont imposées. Et les artistes vont, par exemple, beaucoup utiliser la technique du photomontage qu'ils vont diffuser de manière intense sur les réseaux sociaux, comme on le voit là avec deux œuvres de Mohamed Hawajiri. Un exemple également en Cisjordanie avec l'artiste et activiste de Ramallah, Hafez Omar, qui lui va concevoir dès le début de la révolution syrienne une série d'affiches de soutien aux révolutionnaires. Et ces affiches vont être reprises et diffusées en masse, à la fois dans l'espace virtuel, mais aussi dans l'espace public. Et c'est des affiches qui vont être donc imprimées et brandies dans les manifestations du timide printemps palestinien. Des affiches qui vont assimiler explicitement la révolution syrienne au mouvement du printemps palestinien et qui vont appeler à l'effet domino, comme on peut le voir par exemple sur l'affiche en haut à droite intitulée le 15 March Effect. Il va y avoir une autre pratique numérique qui va être née en 2014 lors de la guerre à Gaza, où des artistes vont détourner des images médiatiques qu'on va voir tourner sur les réseaux sociaux, des images spectaculaires de violence extrême, et ces artistes vont transformer la fumée des bombardements en forme humaine, et c'est ce qu'on va appeler le mouvement du smoking art, qui va avoir lieu à la fois à Gaza, mais également qui va être repris par des artistes en Cisjordanie. Et enfin, la sphère numérique va être particulièrement utilisée par des photographes, puisqu'ils peuvent envoyer sur Internet leurs photographies en haute définition sans se faire arrêter par quelconque checkpoint. Et c'est souvent d'ailleurs par ce seul biais, par ce biais d'Internet, que les photographes vont se faire connaître
Et là, je vous ai mis un exemple d'une artiste de Gaza, Nida Badouane, qui, donc en 2014, va diffuser ses photos qu'elle fait recluse dans sa chambre pendant la guerre de 2014 et qui va se retrouver, grâce à cette diffusion de ces images dans les réseaux sociaux uniquement, qui va se retrouver en une du New York Times, ce qui va lui permettre ensuite de sortir de Gaza. Donc là, voilà, c'est la question de l'art contemporain aussi comme vecteur de migration, comme une sorte d'exception un peu artistique, et on pourra y revenir. Mais voilà, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que véritablement, enfin, cette artiste s'est fait connaître et reconnaître d'abord par la sphère numérique, alors même que ces photos n'avaient jamais été exposées dans un espace physique, dans un espace classique d'une galerie. Donc, avec ces nouvelles pratiques, donc post-Oslo, là, on est dans la période post-Oslo, hein, qui donc sont des pratiques plus globalisées, qui vont répondre souvent donc à des attentes internationales, comme on l'a vu. On voit que donc les jeunes artistes vont se démarquer des manières de faire de l'ancienne génération et formulent de nouvelles manières de dire également, visuellement et artistiquement, leur engagement. Et donc, pour finir, mon dernier point sur qu'est-ce que finalement ces nouvelles pratiques nous disent sur les engagements de cette nouvelle génération d'artistes. Donc d'abord, on va voir que de plus en plus d'artistes de la génération d'Oslo et post-Oslo vont réinterpréter, voire déconstruire les symboles du nationalisme. Et en premier lieu, par exemple, là on le voit avec l'exemple de la figure du héros national. Je trouvais que c'était un exemple intéressant, car si on remonte un petit peu dans le temps, on voit que le héros palestinien va être longtemps dépeint d'abord sous la forme d'une victime, hein, qui est accablé, porteur des souffrances de tout un peuple, à l'instar donc des toiles du peintre de Ismaël Chamout ou de Sleiman Mansour qu'on voit au milieu, et sa fameuse toile, le porteur de fardeau, Jamal Mahamil, qui va peindre donc dans les années 70, et où donc le héros de cette œuvre va porter donc Jérusalem dans sa sacoche, à l'image donc de la souffrance collective des réfugiés et de tous les Palestiniens. Ensuite, on va voir dans les années 90 une évolution de cette représentation du héros qui va être dépeint à l'inverse, enfin, comme victorieux, combattant. Et là, on le voit donc dans cette toile à droite de Fatih Rabin qui est intitulée Identité, où il va peindre la figure du héros national symbolisée par Salah ad-Din, qui reconquiert Jérusalem en 1187, le poing levé, jeune, fort, combattant, etc. Donc, c'est juste quelques exemples qui nous montrent un peu ce passage de la figure du réfugié vieux, voûté, désespéré, à la figure verticale du combattant, le fédaïn, qui est donc debout, jeune, fort, et qui va correspondre un peu aux représentations de l'esprit révolutionnaire de l'époque, et qui va correspondre également à la glorification de la lutte armée prônée par le mouvement nationaliste palestinien. Mais avec Oslo, qu'est-ce qui va changer dans cette représentation de la figure du héros? C'est qu'on va passer progressivement d'un héros national, donc de la résistance, comme on l'a vu, qui va incarner donc, les grands récits de l'histoire palestinienne et des grands récits de l'histoire arabe et panarabe. On va aller vers progressivement un héros ordinaire du quotidien qui va être représenté à travers des histoires personnelles, des histoires intimes, comme on le voit donc dans ces quelques exemples-là que je vous ai mis, de héros, de représentation du héros qui porte donc là très souvent le kéfier, qui est
le symbole par excellence du nationalisme palestinien, mais où le héros, la figure qui va être représentée, va essayer de mener des actes ordinaires du quotidien. Il va essayer de lire, de circuler, de jouer aux cartes, de jouer au football. Bref, toutes sortes d'activités ordinaires du quotidien où la figure en fait du héros va être représentée comme quelqu'un qui essaye de vivre normalement, dignement, libre, tentant de vivre sous occupation ou plutôt de survivre sous occupation. Un autre élément qui va manifester une reconfiguration du nationalisme chez la nouvelle génération d'artistes palestiniens va être alors la représentation de la femme dans les œuvres. Donc, juste pour rappel, dès les années 60, dans les discours nationalistes vont attribuer très souvent aux femmes une place de mère de la nation, symbole de l'attachement à la terre de Palestine. D'ailleurs, vous savez que évidemment, les femmes vont être très actives aussi dans la résistance à l'occupation israélienne, que ce soit dans les manifestations, dans leur rôle dans les grèves, etc. Et grâce donc à ce rôle dans la résistance palestinienne, la représentation de la femme va être très présente dans l'iconographie nationaliste et la femme va devenir un symbole majeur, donc un des symboles majeurs du nationalisme. Et donc, ça sera donc une femme fertile, une mère qui va consoler, une femme paysanne, comme on peut le voir à gauche, qui va être vêtue donc de la broderie palestinienne, tatouise, une robe brodée qui est aussi typique, très emblématique du patrimoine palestinien et du nationalisme. Donc là, c'est une œuvre de Seyman Mansour à gauche. Et pourquoi je vous la mets en regard de celle de droite, qui est donc, là, on est en 2014 avec une œuvre d'un artiste de Ramallah, Amer Shomali, qui va donc reprendre ce tableau iconique de Seyman Mansour, mais cette fois-ci, il va remplacer les oranges Jaffa par des bouteilles de jus d'orange Tapuzina. Et il faut savoir que Tapuzina est un des symboles de la colonisation israélienne, puisque les entreprises de Tapuzina sont basées dans les colonies israéliennes. Donc évidemment, c'est une critique avec humour. La place de l'humour est très importante aussi chez ces jeunes artistes. Donc une critique non seulement, en tout cas une mise à distance de ces représentations nationalistes traditionnelles et surtout de leur inadéquation avec la réalité de la vie sous occupation et de la vie au quotidien de ces jeunes artistes. Et plus largement, ce détournement des symboles du nationalisme va permettre aux artistes de formuler également de nouvelles formes de critique qui va être une autocritique. Donc, on va observer notamment que l'activisme des artistes va toujours évidemment dénoncer le fait colonial et ses effets, et les effets de l'occupation, mais pas seulement. Et la critique artiste va être formulée contre les pouvoirs palestiniens en place et les travers les pouvoirs palestiniens en place, qui vont être taxés de responsables de responsables de la colonisation aussi israélienne par délégation. Donc, on voit que cette autocritique, cette critique réflexive, disons, n'est pas nouvelle chez les artistes palestiniens, mais elle va être réactivée et renforcée à l'aune du printemps palestinien de 2011. Donc, ce printemps palestinien, pour rappel, va correspondre à la fois à la lutte des Palestiniens contre l'État occupant, donc Israël, mais également, et ça c'est une nouveauté, contre leur propre gouvernement qui vont être jugés corrompus et complices de l'occupation, comme je le disais. Donc,
on va observer, donc il va y avoir des appels à la dissolution de l'autorité palestinienne avec des slogans comme Abou Mazen dégage, Abou Mazen irhal, pour en finir avec la période d'Oslo. Et donc là, je vous ai mis un exemple d'un artiste, Mohamed Moussallam, un artiste de Gaza, qui va faire cette installation en découpant des passeports, les passeports de l'autorité palestinienne, pour montrer donc l'iniquité de l'autorité palestinienne. C'est également des appels à ce moment-là à la fin de la division palestinienne entre le Hamas et le Fatah, avec des slogans comme Inha el-Inqisam, la fin de la division. Et donc là, une œuvre toujours de ce même artiste, avec donc représenté à gauche le vert du Hamas, à droite le jaune du Fatah, et donc avec une œuvre assez explicite sur un appel à la réconciliation et une dénonciation de la division interpalestinienne entre le Hamas et le Fatah. Et c'est donc la première fois qu'il va y avoir cette contestation qui va viser les pouvoirs palestiniens en Cisjordanie et à Gaza. Donc cette critique interne qui est très présente donc chez les artistes palestiniens, va également être très présente, notamment chez les artistes femmes, qui va se doubler d'une critique envers la société patriarcale palestinienne. Et les femmes vont commencer vont pas commencer d'ailleurs, mais vont aborder des thématiques sociales qui vont être demeurées taboues, comme les violences faites aux femmes, la question de la virginité, la question des mariages forcés, des mariages précoces, les crimes d'honneur, etc. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir aussi dans le discours de beaucoup d'artistes palestiniennes qu'on retrouve cette analogie entre une oppression extérieure, étrangère, et une oppression interne, patriarcale, dont elles appellent à se libérer. Et enfin, pour finir, je voulais dire que depuis quelques années, pour beaucoup d'artistes palestiniens, ces pratiques artistiques vont permettre également de connecter l'engagement pour la Palestine avec d'autres combats qui vont être des combats plus globaux, en écho avec les débats sur l'intersectionnalité des luttes. Et beaucoup d'artistes vont revendiquer donc la cause palestinienne comme une cause décoloniale et féministe à part entière. D'ailleurs, il est intéressant de voir et d'observer que la langue qui est souvent utilisée par ces artistes, que ce soit sur le mur ou ailleurs, est souvent la langue anglaise qui va permettre de médiatiser à l'international le message des artistes. Donc, je vous ai mis un exemple là d'un artiste qui est actuellement en résidence à la Cité des Arts, d'ailleurs à Paris, qui s'appelle Taqis Patin, qui, il y a quelques mois, a investi une grande partie du mur pour y peindre un portrait monumental de George Floyd, que l'artiste considère comme palestinien, et, pour reprendre ses propres mots, pour transmettre l'image de la Palestine au monde. Et un autre exemple de cette convergence des luttes avec une intervention artistique faite par l'artiste Khaled Jarrar qui va peindre donc on le voit là, à gauche, tout un pan du mur près du checkpoint de Ramallah, qui va le peindre aux couleurs LGBT en solidarité avec la mort d'une activiste queer en Égypte, Sarah Hejazi, et en soutien plus largement à la communauté LGBT en Palestine. Alors d'ailleurs, je vous ai aussi mis une photo à droite de la fresque qui va être repeinte par les habitants du quartier et qui pose aussi la question de la réception de ces pratiques dans la population locale, et on pourra en discuter en discussion. Et donc, pour conclure, on pourrait décrire ces modes d'engagement comme étant fondés principalement sur des valeurs que j'ai appelées post-nationalistes. Il s'agit
il s'agit non plus de revendications concernant directement le projet national, mais il s'agit de revendications à une vie décente, fondée sur un minimum de droits humains de base, comme la liberté, surtout la liberté de circuler, la dignité à vivre sans occupation, sans embargo, et la justice, en écho avec les slogans des mouvements contestataires issus des révoltes arabes. Et beaucoup d'artistes vont être attachés, vont toujours être attachés, donc, comme on peut le voir, à la portée politique de cet art, mais pas au sens de politique instituée, de politique institutionnalisée, qu'ils vont rejeter très, très souvent. D'ailleurs, ces artistes vont être très sceptiques par rapport aux responsables politiques, qu'ils soient palestiniens ou autres. Ils vont être très sceptiques aux structures traditionnelles du politique. Ils vont beaucoup moins être enrôlés dans des partis, dans des factions, dans des syndicats. Et une autre chose également, c'est que ces artistes, pour beaucoup d'entre eux, entendent sortir d'une posture de victimisation qui va montrer une image, pour montrer une image finalement renouvelée de la Palestine. Et ils vont souhaiter se réapproprier par ces images une représentation de soi par la création donc, de ces récits visuels alternatifs, souvent humoristiques, comme on peut le voir également ici, pour s'adresser au-delà de l'enfermement au reste du monde. Et je m'arrête là pour ce panorama très rapide et évidemment non exhaustif d'une partie de l'expression palestinienne, de l'expression des arts visuels palestiniens, mais qui évidemment ne s'y réduit pas, mais qui, dont c'est avec des exemples un petit peu que j'espère avoir été un petit peu parlant. Merci. Non, c'était très riche, vraiment. Merci beaucoup pour cet exposé. C'est vraiment très clair et puis ça nous donne une idée à la fois historique et de l'évolution des différentes formes d'expression artistique palestinienne. Je voulais revenir avec vous sur cette définition de ce qu'on appelle l'art palestinien. On a vu avec vous, grâce à votre cartographie au début, que les contextes de création sont très différents entre la bande de Gaza, la Cisjordanie, pour les Palestiniens, les Arabes israéliens, les Palestiniens dans les camps, sans parler évidemment des artistes qui vivent en exil. Et j'imagine que ça leur pose des difficultés très différentes d'un territoire à l'autre. On ne crée pas de la même manière dans la bande de Gaza où la circulation est très... Et vous avez évoqué également les difficultés de pénurie de matériel, mais j'imagine que ce n'est pas la seule difficulté auxquelles ils doivent faire face, les prix exorbitants peut-être des matériaux, et ces difficultés aussi d'assister, ne serait-ce qu'à sa propre exposition, d'aller à un vernissage pour certains. Est-ce que vous pouvez nous dire comment ils peuvent contourner ces difficultés qui sont des difficultés auxquelles ne sont pas confrontés d'autres artistes d'autres régions dans un territoire aussi morcelé, et quels sont les mécanismes pour se libérer de ces obstacles? Alors, merci beaucoup pour cette question très vaste et qui, en fait, bon, alors, il y a des choses... On va peut-être arrêter le PowerPoint, Issa. Je l'arrête. Merci beaucoup. OK. Parfait, merci. Donc, alors, effectivement, c'est très compliqué de parler en une demi-heure de la diversité de l'art palestinien, qui n'est pas un art évidemment à décliner au singulier, mais évidemment au pluriel. J'ai voulu vraiment partir en fait
de cartes et de la fragmentation qu'on a vu, la fragmentation territoriale qui, du coup, a évidemment des répercussions sur la fragmentation des scènes artistiques avec des inégales répartitions d'offres culturelles, d'infrastructures culturelles, en fonction des lieux. Et effectivement, la plupart en plus des artistes, qu'ils soient de Gaza, de Ramallah, de Cisjordanie, de Jérusalem, de la diaspora, des camps, etc., ont des réalités au quotidien qui sont extrêmement différentes. Et donc, évidemment, on ne peut pas parler au singulier. Moi, mes recherches se sont particulièrement focalisées sur les territoires palestiniens, donc une création sous occupation, et qui, même entre les trois espaces des territoires palestiniens, reflète également des réalités extrêmement différentes, si bien que c'est réellement une mosaïque, une véritable mosaïque culturelle. Et alors, la première difficulté et inégalité en fait dans l'accès aux ressources, c'est effectivement la circulation, parce que la base de l'art contemporain et de la pratique artistique est fondée sur la circulation. Et effectivement, quand on vient de Gaza, il est impossible, ou en tout cas quasi impossible, de circuler. À Ramallah, en Cisjordanie, c'est un petit peu plus faisable. Et en fonction, voilà, et évidemment, quand on est un artiste de Jérusalem ou de Nazareth, de Haïfa, avec un passeport donc israélien, il est beaucoup plus aisé de circuler. Donc, c'est souvent, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les artistes palestiniens se rencontrent beaucoup plus à l'extérieur, dans des scènes, dans des villes comme, voilà, des villes comme à l'extérieur de la Palestine, et ils se rendent compte qu'effectivement, il y a des écarts de réalité sur le terrain qui sont flagrantes. Et alors, au niveau des contournements de ces difficultés, je l'ai un petit peu dit, c'est difficile. Voilà, donc, bon, évidemment, il n'y a pas que la difficulté de la circulation, il y a aussi la difficulté de la censure, par exemple, qui est très différente selon qu'on se trouve à Gaza ou ailleurs, où les artistes sont soumis à la censure du Hamas pour ce qui est de Gaza, et ce qui est et alors qu'en Cisjordanie et à Jérusalem et en Palestine de 48, cette question de la censure est moins présente. Bref, donc il y a vraiment des dispositifs, des réalités extrêmement différentes. Et donc, voilà, il y a l'espace numérique est un moyen très efficace pour les artistes pour essayer de contourner ces contraintes. Et après, voilà, c'est un peu, c'est assez large en fait. Oui. Et du coup, j'ai l'impression d'avoir déjà un petit peu répondu dans ma présentation. Mais en tout cas, c'est effectivement très important de souligner cette différenciation des statuts et du coup cette différenciation des contextes de production selon les différents territoires et espaces palestiniens. J'aimerais qu'on revienne un tout petit peu à ces formes d'expression artistique. On a vu avec vous leur évolution, de la peinture très figurative d'Ismaël Chamoud, de Slimane Mansour que vous avez évoqué, à des formes beaucoup plus modernes et des expressions qui englobent la vidéo, enfin la photographie, l'installation, etc. Vous intéressez plus particulièrement à des artistes contemporains qui sont en rupture avec ces modèles traditionnels. Est-ce que c'est parce que ce sont justement ces représentent le mieux l'art contemporain palestinien aujourd'hui, qui sont celles qui
qui sont les plus couramment utilisés, qu'on est loin de l'art figuratif avec ces images très réalistes, ou est-ce que c'est parce que, ou est-ce que c'est justement parce que c'est elle qui domine vraiment les formes, les productions artistiques palestiniennes aujourd'hui, ou est-ce que l'art figuratif est encore court aujourd'hui et qu'il est encore utilisé, mais moins visible ou moins attendu, en tout cas, sur la scène, ce qu'on attend des artistes palestiniens? Alors, ça a coupé un petit peu, mais du coup, c'est sur la perdurance ou pas oui, des formes figuratives et ce pourquoi vous vous êtes intéressé à ces arts qui sont en rupture avec les formes traditionnelles. D'accord. Effectivement, donc, je me suis intéressée donc à cet art contemporain qui se caractérise plus par des formes de représentation conceptuelle et qui du coup se démarque plus largement des représentations figuratives, mais le figuratif est très présent hein, dans ce que j'ai pu étudier. Ne serait-ce que parce que y a une sorte d'injonction à représenter en fait et à dire et à dénoncer les réalités du quotidien, comme j'ai pu l'exposer. Donc, malgré effectivement des formes qui vont exploser comme l'installation, l'art numérique, la performance, etc., tout ça n'enlève pas que la peinture reste un médium très utilisé et même encore réinvesti et réapproprié par la jeune génération, ne serait-ce aussi parce que la peinture est un moyen de vivre de son art, beaucoup plus qu'une installation ou une performance ou une vidéo qui est évidemment moins vendable. Et donc, on le voit notamment avec l'avènement de certaines galeries commerciales dans les années 2000-2010, notamment à Ramallah, qui est donc devenue, comme je vous le disais, un peu la capitale la capitale culturelle de la Palestine, où on va voir migrer de nombreux artistes palestiniens de partout de la Palestine, qu'ils soient de Naplouse, de Palestine de 48, même des Palestiniens de la diaspora qui vont s'installer donc à Ramallah pour bénéficier aussi de cet univers et de ce bouillonnement artistique. Et donc, à Ramallah, il va y avoir donc une croissance donc, de ces galeries commerciales qui vont également être en demande et en attente de peinture. Il va y avoir aussi des collectionneurs locaux et aussi beaucoup de collectionneurs issus de la diaspora palestinienne qui vont être également très friands de cette peinture figurative qui va réinterpréter qui va réinterpréter voilà, les signes et les symboles de ce nationalisme. Merci. Si l'on peut revenir au rôle que jouent ces différents acteurs culturels que vous avez un peu évoqués d'ailleurs dans un article que vous avez écrit sur les pratiques de l'art contemporain à Gaza, vous dites qu'à la mesure que le ministère de la Culture s'est désinvesti de l'administration de la culture, vous avez évoqué un chiffre tout à l'heure qui est de 0,003% du budget, qui a des organisations internationales, la société civile et dans une moindre mesure le secteur privé qui ont pris le relais. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement le rôle que jouent ces différents acteurs, mais surtout celui qui nous intéresse particulièrement, c'est les collectifs d'artistes que vous avez évoqués dans cet article d'ailleurs, et leur rôle dans la promotion de cet art contemporain?
Alors, en fait, cette mosaïque d'acteurs culturels nouveaux que j'ai un petit peu que j'ai introduit dans ma présentation, à savoir donc les acteurs privés, les acteurs internationaux et les acteurs associatifs. Je parle donc vraiment là, et puis donc effectivement le chiffre que j'ai cité de 0,003% du budget qui est de l'autorité palestinienne qui est alloué au champ culturel. Là, je parle vraiment donc de la Cisjordanie. Hein. D'accord. Mais ça structure également l'art contemporain à Gaza. Hein, finalement, ces trois types d'acteurs. Et donc, ils vont arriver donc, dans les années 90 ou 90-2000 surtout, avec ce qui est aussi intéressant de voir moi, lors de mon enquête dans les années donc, 2010, c'était ce nouvel acteur qui était le secteur privé, hein, donc le secteur des banques, les fonds d'investissement, qui vont trouver donc, en l'art contemporain un moyen de participer à leur image de marque. Bank of Palestine, il y a une espèce de concurrence entre les différents fonds d'investissement palestiniens locaux, que ce soit Bank of Palestine, Padico, etc., qui vont faire une espèce de surenchère sur leur soutien et sur leur achat aussi d'œuvres d'artistes palestiniens, en organisant également des expositions, et également les galeries commerciales hein, dont je vous parlais, qui vont être initiées dans les années 2010 et qui vont également participer à faire vivre de leur art les artistes. Mais donc, c'est vraiment une scène donc, non institutionnalisée en termes de pouvoir public, mais finalement assez institutionnalisée, avec une forte, en tout cas pour ce qui est de Ramallah, une forte infrastructure culturelle, ce qui est évidemment très différent. Là, on peut reparler de cette disparité entre les territoires, mais qui est très différent quand on parle de Gaza. Et à Gaza, par exemple, puisque vous me posiez la question de ces collectifs d'artistes, finalement, ce que j'ai pu remarquer, c'est que plus la scène culturelle bénéficiait plus la scène culturelle avait était en pénurie d'infrastructures culturelles, et plus cette scène s'organisait en collectif. Et donc, ce qu'on peut voir à Gaza, c'est cette émergence de collectifs qui sont indépendants, entre guillemets, parce qu'en fait, finalement, ils sont quand même dépendants. Ils sont indépendants des pouvoirs publics, mais ils vont être dépendants des bailleurs de fonds internationaux, ils vont être dépendants des financements de la communauté internationale, ils vont être dépendants de la Qatar Foundation, qui est un peu la grande fondation palestinienne qui va être un peu comme une espèce d'ersatz de ministère de la culture. Hein. Donc, toutes ces collectifs vont dépendre de ces nouveaux acteurs culturels, mais vont permettre de dynamiser et d'animer donc une scène culturelle au niveau local lorsque justement l'infrastructure peine à exister. Justement, vous parliez de la Katan Foundation et donc il y a le fameux festival, je crois, ou prix plutôt, le YAYA, le Young Artist of the Year Award, qui joue un rôle d'ailleurs assez important. Vous en parliez dans vos travaux pour découvrir et rendre visibles des artistes palestiniens et les introduire sur le marché de l'art. Donc, cette grande institution, ou d'autres d'ailleurs, qui sont des acteurs importants, il n'y a
n'y a-t-il pas un risque de monopole ou d'orientation des choix artistiques? Question qu'on se pose, une sorte de formatage des œuvres en fonction des attentes de ces institutions. Et est-ce que les artistes y échappent par d'autres moyens? Oui, mais ça, c'est tout à fait Que, le constat que j'ai pu faire en travaillant donc sur ce prix-là, le prix du Young Artist of the Year Award, qui permet d'un côté, donc qui est un prix qui a été fondé donc, par la Catan Foundation en 2000, et qui permet une visibilité énorme en fait pour les artistes, pour les jeunes artistes contemporains, et qui en même temps, évidemment, formate et il y a cette injonction à l'art contemporain, il y a à l'art contemporain international, donc cette injonction euh, à des formes comme l'installation, justement, l'art vidéo, etc. Ça se voit quand j'avais travaillé sur tous les candidatures en fait de ce prix. On voit au début, dans les années 2000, justement, pour revenir à votre question sur la figuration, au début, une présence, une prédominance de la peinture. Et en fait, à mesure que les lauréats de ce prix étaient des artistes qui faisaient de l'installation ou des vidéos, etc., une espèce d'évolution vers ce type d'expression. Donc, évidemment, il y a non seulement un formatage des expressions artistiques, mais aussi, en ce qui concerne la Catan, une sorte oui, de monopole, mais qui est un monopole oui. de manière assez saine, enfin, oui, qui permet quand même de faire connaître. Voilà, qui permet de faire connaître, qui permet et qui est surtout un acteur local et de l'intérieur. Et toute la question aussi qui est très débattue à l'intérieur des artistes palestiniens sur est-ce qu'on accepte ou pas des financements de l'extérieur. Quel extérieur? Alors évidemment, la question d'accepter des financements israéliens est extrêmement problématique, avec la question donc du boycott culturel qui est de plus en plus respecté par les artistes palestiniens, mais de manière plus générale, hein, sans parler du boycott culturel et de ne pas accepter des financements israéliens, la question de est-ce qu'on accepte des financements français, est-ce qu'on accepte des financements américains qui financent finalement par ricochet la colonisation israélienne, etc. Donc toute cette question-là est effectivement... C'est les mêmes relations par rapport à toujours les bailleurs qui se posent un tout petit peu sur la question du monopole qui se pose à chaque fois qu'il y a des bailleurs. Évidemment. Ce que je voulais revenir, peut-être, oui, vous avez évoqué aussi les moyens de diffusion des œuvres artistiques, donc la possibilité d'exposer, la possibilité de faire connaître son travail pour les artistes qui est très importante. Mais aujourd'hui, on est face à une génération très connectée. Vous avez évoqué qui diffusent leurs œuvres de plus en plus via le web ou via les réseaux sociaux. Est-ce que ces nouveaux moyens de diffusion leur donnent une nouvelle forme de liberté, justement pour se détacher des monopoles ou pour diffuser leurs œuvres qui leur donnent une forme de liberté d'expression qu'il n'y a pas ailleurs et est-ce que ce sont des moyens aujourd'hui qui sont indispensables pour les artistes palestiniens? La question des formes de diffusion et de l'importance des réseaux sociaux et d'Internet, c'est évident que dans un contexte de marginalisation territoriale, c'est absolument crucial, hein, et on le voit donc dans les pratiques qui cartonnent hein, en Palestine, notamment donc la photographie numérique, le net art, le smoking art dont je vous parlais, voilà, l'art vidéo, toutes ces
voilà, à la fois donc Internet et l'espace l'outil numérique est un moyen de production des œuvres, mais c'est également un moyen de diffusion des œuvres au-delà de son territoire marginalisé. Et d'ailleurs, la pratique artistique est conçue dès le départ, qu'elle soit dans l'espace public ou ailleurs, c'est toujours conjugué en fait. Il y a toujours une articulation entre ce qu'on va diffuser, ce qu'on va produire comme œuvre, et en même temps comment on va le diffuser. Et notamment, que ce soit par exemple le Gaza Red Carpet Festival, qui était donc à la fois un festival de cinéma physique dans les lieux, mais il y avait tout un investissement très très important dans la documentation de ce festival, énormément de vidéos qui ont été prises, énormément de photos qui ensuite ont été mises sur des chaînes YouTube, etc. Donc c'est vraiment une conception double en fait. On produit on fait art et en même temps on pense à comment le diffuser, et ça revient tout à fait à ce que vous disiez, en introduction en fait, dans la situation de Edouard Saïd, sur cette manière, en fait, sur comment l'art, en fait, est un moyen de visibilisation, surtout dans un contexte de population minorisée, invisibilisée par la domination coloniale. Oui. Donc, je vais conclure avec une dernière, parce qu'on me dit qu'il faut que je prenne les questions rapidement du public. Il y en a quelques-unes. Donc, l'art est une nécessité même dans un contexte de guerre et de conflit. Comment est-il vécu par les artistes et cela rejoint une des questions que pose Monsieur Abdelrahim El-Zaoui, qui demande qui cite Foucault et qui nous demande si c'est toujours en rapport avec une opposition à un pouvoir en place, et si c'est la question de si l'art palestinien s'il est libéré des mécanismes de pouvoir. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'oppose par une question de centralité de pouvoir? Je crois comprendre sa question de la sorte. En tout cas, est-ce c'est une nécessité aujourd'hui, et comme boire, manger et vivre en sécurité pour les artistes? Alors, je dirais que évidemment l'art ne peut pas être mis au même plan que des besoins primaires et de boire et de manger et de vivre en sécurité. Mais je pense que une société sans art est une société évidemment morte. Et il me semble qu'en tout cas dans le cas palestinien, au-delà d'être une nécessité, c'est un acte réellement de résistance. C'est un acte aussi de présence et d'être là. Et c'est aussi cette nouvelle forme, c'est une manière d'être engagé que de continuer à dire sous toutes ces formes, que ce soit sous forme de texte, sous forme d'image, mais de dire sa présence pour faire entendre sa voix. Et donc, je pense que l'art, dans ce contexte de colonisation, a donc à la fois une fonction de résistance à la domination, mais également une fonction de visibilisation pour faire entendre donc, ces voix minorisées au monde, et également une fonction pour, dans ce cas, ce qui rejoint ce que vous avez dit, hein, une fonction cathartique qui est pas forcément un moyen de nécessité, mais en tout cas un moyen qui permet de survivre, et une soupape de sécurité
et une sorte d'échappatoire finalement dans des conditions invivables. Et alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question J'ai de pas monsieur, mais par rapport est-ce que la question de la centralité ou de l'opposition de l'art palestinien au mécanisme palestinien est toujours opposé au pouvoir, ou alors il propose d'autres formes, c'est ça, de mécanismes et de rhétorique, il me semble. Bon, alors évidemment, disons que pour faire très grosso modo, si on veut donner une spécificité, mais évidemment sans la réduire, de l'art palestinien, c'est qu'effectivement, elle s'oppose, et l'art palestinien s'oppose donc au pouvoir colonial dans sa majorité. Mais ce qui est aussi intéressant de voir chez la nouvelle génération d'artistes, c'est qu'il y a également des propositions d'ouverture et de sortir en fait un petit peu de ce que je disais, de cette posture de victimisation, et aussi de se définir toujours par rapport aux colonisateurs, et finalement une revendication aussi du droit à parler d'autres choses que le pouvoir colonial, ce qui ne rend pas cet engagement moins politique ou apolitique ou dépolitisé, mais ce qui le rend, à mon sens, d'autant plus politique finalement, au sens large du terme, dans le sens où un artiste palestinien n'est pas obligé de se définir comme palestinien, et qu'il y a aussi une revendication de vouloir être un artiste avant d'être un artiste palestinien. Et donc là, c'est toute la question des assignations identitaires, de comment les mondes de l'art, que ce soit au niveau local ou au niveau international, imposent d'une certaine manière une sorte d'ethnicisation d'une création, et souvent j'entends dire, mais voilà, on ne parle pas d'art contemporain français, on ne parle pas d'art contemporain américain, pourquoi parler d'art contemporain palestinien? Et donc c'est véritablement voilà un moyen par l'art de s'empowerer, disons, en revendiquant le fait de ne pas se définir seulement par en tant qu'artiste et pas uniquement par son identité nationale. D'ailleurs, on le voit dans un film je l'avais évoqué dans une des questions, de Elia Suleiman dans It Must Be Heaven, et il est devant un producteur et le producteur refuse de financer son projet de film, un peu d'autodérision, hein, comme il a, et parce que le film n'était pas assez engagé, pas assez palestinien à son goût, et donc c'est toute question de l'identité, de ce qu'on est-ce qu'on doit être d'abord artiste ou palestinien pour être financé, qui se pose aussi derrière ça. C'était assez intéressant. Dans le film, c'est à la fois, on voit vraiment ce véritable dilemme entre être trop palestinien, quand il est, donc je crois, non, quand il est en France, en fait, il n'est pas assez palestinien et son film n'est pas assez revendicatif de la cause palestinienne. Et quand il va aux États-Unis, il est trop palestinien, en fait. Oui. Taxi aussi, lorsqu'il devient une espèce d'objet, il est réifié par le taxi qui lui dit « Oh, c'est un Palestinien ». Bref, donc il y a vraiment toute cette question de place, en fait, et de comment on renégocie par l'art sa place d'être humain aussi, hein, et aussi ce film pose la question de comment finalement la Palestine est un laboratoire pour voir le monde, pour analyser le monde. Et en fait, Elia Suleiman parle de palestinisation du monde, et comment le monde finalement s'est palestinisé
et comment finalement, à travers l'exemple palestinien de violence, de surmilitarisation, de rapports de domination, etc. C'était en fait un microcosme pour analyser le monde. Et donc, je trouvais que c'était super intéressant cette Oui. question. On peut enchaîner du coup avec la question que pose Samira Hamoudi, qui nous dit qu'en est-il justement du cinéma palestinien la représentation officielle au Festival de Cannes du cinéma palestinien, qu'en est-il de ça? Si vous pouvez nous donner quelques indications. Justement, Ila Suleiman a été Salué à Cannes. voilà, le premier artiste, cinéaste palestinien à aller à Cannes. Ensuite, il y a eu un certain nombre de réalisateurs qui y sont allés. Il y a depuis quelques années un pavillon palestinien à Cannes. Et alors, il y a des films à la fois des différents territoire palestinien. Il y a un film notamment, voilà, oui, il y a plusieurs films palestiniens qui ont été à Cannes ou à la Mostra de Venise ou à la Berlinale, etc. Et la liste est très longue. Mais en tout cas, voilà, chaque année, il y a un cinéaste ou une cinéaste palestinienne qui est à Cannes. Là, dernièrement, il y a eu Gaza mon amour qui était à la Mostra de Venise en 2020 et qui est éligible au César notamment. Voilà. Mais bon, il y en a plein d'autres. Oui. Ben, bien, merci beaucoup. Je crois qu'on doit peu à peu se diriger vers terminer ça. Les questions, il en reste quelques-unes, mais nous avons déjà traité les questions qui sont posées. Je m'excuse auprès du public, mais ces questions ont été abordées au cours de notre discussion et on pourra revenir aussi, retrouver votre présentation en vidéo sur le site du CAREP. Donc, je vous remercie beaucoup, Marion, pour cet exposé très clair et qui nous a enchantés. On a visité l'art palestinien contemporain et son histoire avec vous aujourd'hui. Donc, merci infiniment de votre présence. À tout notre public, je donne... il y a beaucoup de remerciements là qui arrivent d'ailleurs à vous. Et je donne rendez-vous à notre... Donc, la semaine prochaine, ça sera relâche parce que nous avions, à cause de difficultés du présentiel, annulé la représentation de mardi prochain. Mais je vous donne rendez-vous le 25 janvier avec Madame Asma Nouira qui va traiter pour un webinaire du populisme en Tunisie suite à son ouvrage qui paraîtra récemment. Donc, merci beaucoup. Merci à vous tous et bonne fin de soirée. Merci. Merci beaucoup, Racha, et merci à tous.